Honnêtement, l'argent dépensé se voit à l'écran en bien. Et c'est rare en 2025, il faut le mentionner, parce que... Nero, la nouvelle série événement sur Netflix, avec Pio Marmaille, est sortie il y a quelques jours. Oui, le 8 octobre. Tout à fait. Série un peu événement, Quand même, de par sa nature et de par sa production. quand même. Énorme budget, 4 ans à être développé par Olivier Mauduit, avant de voir le jour aujourd'hui sur Netflix. Donc. Gros projet. Ouais, gros projet. Gros ça se budget voit. sûrement, mais si on n'a pas les chiffres, mais gros budget, gros projet. Bon, ça Petite- se voit à l'écran aussi. Hein. Ça se voit, Ouais. tout à fait. Petite mini-série pour le moment, une saison, 8 épisodes. Mhm. Peut-être y en aura-t-il une... Qu'on ait Une la chanson. suivante. Si les gens regardent, il y aura une deuxième saison. C'est l'ordre du monde en général. Ouais. Mais donc voilà, on voulait parler un peu de cet événement sur Netflix. Une belle grosse production comme ça à la française, monsieur, ça fait plaisir. Donc comme d'habitude, on va un peu vous donner le contexte autour de la sortie. Une petite critique sans spoiler. Et ensuite une petite critique avec spoiler. spoiler. Ceux qui auront déjà vu la série pourront partager et commenter avec nous. D'ailleurs à ce sujet, merci à tous ceux qui ont récemment commenté, qui ont partagé, qui ont aimé les vidéos qu'on a sorties sur Sirat et sur Une bataille après l'autre. Il y a eu du bon débat dans la Ouais. section commentaires. C'est vrai que Ça a été un peu sport pendant un moment, mais c'est ça qu'on aime. On le dit pas très souvent parce que voilà, on est en 2025 sur YouTube, mais n'hésitez pas à continuer à commenter, à aimer la vidéo et à vous abonner si vous aimez un peu ce Ouais. qu'on fait sur la chaîne. Ça nous aide beaucoup et ça nous ferait vachement plaisir. Ceci étant dit, retour sur Nero. Alors Nero là, donc il y a quand même un beau casting. oui, un On a très dit beau une casting. belle production, beau budget sûrement, mais si on ne connaît pas les chiffres Ouais. exactement. Donc on retrouve notre cher Pio Marmaille qu'on aime bien. Oui, dans le rôle titre. Bon. On aime bien Pio Marmaille. Ouais. Il arrive à porter le projet sur ses épaules dans le rôle titre d'une énorme production. Après, il n'est pas étranger au film d'époque, vu qu'il vient de jouer Porthos dans Les Trois Mousquetaires. Ouais. Un énorme succès d'ailleurs dans le box-office français. Ouais. Donc, les épaules pour tenir une série comme ça, sans problème. Oui, puis on le connaît, Pio Marmaille. Bon, alors, il avait été révélé à l'époque le premier jour du reste de ta vie, en 2008, Oui. si je ne m'abuse. Après, il a quand même fait un beau bout de chemin. Hein. Je veux dire, entre les films plus auteurs avec Lapiche, récemment, il a tourné avec Dupieux, où C'est vrai. il a joué Dali chez Dali. On l'avait vu juste avant dans Yannick. Oui, encore Dupieux. Encore Dupieux. Et maintes autres comédies dramatiques. On l'avait vu aussi dans le film de Pierre Salvadori en 2018, En Liberté. Donc voilà, c'est un gars qui a quand même fait son trou, son chemin, qui a maintenant une belle carrière. Et qui, de temps en temps, nous fait une petite incursion dans du cinéma un peu plus populaire, plus Plus grand public, spectaculaire. grand public, spectaculaire. Et il le fait bien. Et même le reste du casting en fait de la série, il y a quand même beaucoup d'acteurs confirmés, de rôles comme par exemple Olivier Gourmet dans le rôle d'Horace. Grand, énorme acteur. On a eu beaucoup chez les Dardennes. Exactement. Acteur belge. Qui joue aussi là un rôle qui est clé pour l'intrigue, mais qui est un peu loin de son répertoire classique, on va Ouais, dire. c'est étonnant et c'est plaisant de le voir dans une production comme ça. Oui. Clairement. Également casting Camille Razat et Alice Isaz. Alors, Alice Isaz, oui. Camille Oui. Razat, on y reviendra. Et Louis-Do de Lanxin, donc dans le personnage de l'antagoniste dans cette série. Bon, on va en parler. On va en parler. Oui. Mais oui, clairement, c'est pas. De toute façon, il a un peu la tête dans l'emploi aussi, acteur qu'on voit très souvent dans le cinéma français. Souvent dans des rôles de méchants. Antipathique. Antipathique, quoi. Pas forcément méchant, mais mec désagréable, quoi. Je pense qu'il a le visage et il a le parler pour ça. Mais très bon acteur, excellent acteur. Et donc voilà, beau casting, le budget se voit à l'écran, il y a une belle image, il y a des beaux décors, c'est donc tourné sur site, on location. Il y a une belle photo, au niveau, tout ce qui est CGI, image de synthèse. Honnêtement, pas grand chose à dire. Dans les décors, tu sais, dans les. Honnêtement, sur tout ce qu'ils ont dû recréer digitalement pour servir la trame de l'histoire se font parfaitement dans les décors naturels. Dans le sud de la France, c'est tourné dans le sud de. C'est impressionnant. Et donc, on va parler un peu de l'histoire. Donc ça se passe au début du XVIe siècle, dans le sud de la France, famine, pauvreté, sécheresse qui est en train de ravager toute la région. Il n'a pas pu depuis longtemps et c'est un désastre pour tout le peuple français. Exactement, et donc dans ce contexte-là vraiment de précarité, on a cette histoire qui est à la fois une histoire de pouvoir, de vengeance, avec énormément d'aventures, des scènes d'action ultra bien foutu, où on suit les aventures de Nero, donc qui est dans une quête. On vous spoilera pas le sujet, mais qui est dans une quête et une fuite vers l'avant avec des personnages clés qui le suivent dans ses aventures.
Tout à fait. Donc vraiment, c'est un anti-héros, un héros qui, Pio Marmaille, c'est très bien faire ça, qui va rapidement partir à la recherche de quelqu'un et qui va donc se lancer dans une sorte de course-poursuite où il y aura intrigue, trahison, scène de baston, et tout ça au milieu de décors fin du Moyen-Âge, Renaissance, ou plutôt Renaissance d'ailleurs, très bien fait, et dans une histoire assez haletante, en tout cas dans la première partie. Oui, ça on est bien d'accord. Donc, dans l'ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? C'est quoi ton avis sur Nero ? Honnêtement, techniquement, rien à dire. C'est beau, c'est ultra bien fait. Tous les plans, même les plans les plus anodins de dialogue, etc., on voit toujours qu'il y a une décision qui a été prise sur le cadrage, etc. C'est très très propre. Ouais. Musique propre aussi, pas exceptionnelle, mais qui se font très bien avec l'intrigue. Ça bouge, il y a de l'action, ça j'ai bien aimé. Les scènes d'action sont vraiment vraiment bien faites. Ouais, non, en plus, bien. pour une fois, c'est des scènes d'action qui sont vraiment chorégraphiées. Ouais. On sait pas cheap, on essaie de couper au maximum pour montrer le moins possible. Là, non, vraiment de vraies chorégraphies de combat. Pio Marmaille est super convaincant dans ces scènes d'action. Peut-être que son expérience sur les mousquetaires l'a aidé aussi, mais c'est toujours difficile de dire si on a utilisé des cascadeurs ou les vrais acteurs. J'ai l'impression qu'on a plutôt utilisé les vrais acteurs dans l'ensemble. On voit les visages, on voit les Vu que c'est des chorégraphies, oui, ouais. c'est plus safe pour les acteurs de jouer sur des chorégraphies que de vraies scènes de baston. Et moins risqué. Donc là, Pio Marmaille, oui, physiquement, il a donné, parce que franchement, c'est impressionnant. Ouais, non. Très, très crédible, les premières scènes nous scotchent directement sur le siège, donc vraiment... c'est vrai que ça commence fort. Ça commence très très fort, ça commence très très fort. Comme tu l'as dit, très beau plan, très beau décor, on l'a dit plusieurs fois, costume convaincant, à part peut-être une exception. Oui, une exception. Les quelques plans, souvent les plans pour établir les lieux de châteaux, de grands décors comme ça, qui sont un peu complétés avec, on sent, avec des images synthèses, sont très, très bien foutus. Honnêtement, l'argent dépensé se voit à l'écran en bien. Et c'est rare en 2025, il faut le mentionner, parce que le nombre de bouses qu'on se tape avec des CGI, des images de synthèse aux fraises, et chez Marvel, chez DC, chez n'importe qui, c'est tout le monde. Tout le monde est à la même enseigne. C'est très rare de trouver des effets bien faits, des effets bien faits en 2025. Donc Nero, très bien foutu à ce niveau-là. Oui. Les acteurs aussi plutôt bons. Pio Marmaille. Dans l'ensemble, ouais. Qui met toujours une petite touche d'humour, ça j'aime bien, dans tous ses rôles. Bon, il joue un rôle d'anti-héros, c'est un assassin qui se retrouve face à ses responsabilités, etc. C'est un rôle qui lui va très bien. Anti-héros sympathique, hanté par son passé. Toujours, ouais. Et qui se retrouve à devoir prendre des décisions qu'il a fait toute sa vie, et à un moment, il faut faire un choix, quoi. Ouais, non, le point de départ est super intéressant, les acteurs sont bons, c'est bien foutu, on l'a dit, c'est rythmé, c'est prenant. Pour moi, honnêtement, il y a vraiment... Parce qu'il y a un gros mais quand même qui va arriver, vous chantez peut-être. Les 4 premiers épisodes sont de haute volée. Vraiment, les 4 premiers épisodes, c'est du haut niveau. Pas grand-chose à dire. C'est du popcorn, c'est de la fiction d'aventure. On est sur un peu un mode... Moi, ça m'a rappelé un peu Pirates des Caraïbes, quand Johnny Depp faisait le show avec des grandes scènes d'action bien foutues, rythmées. Ça commence un peu comme ça. On n'est pas en mer, on est les pieds bien au sec. Ça commence un peu sur ce mode, pas vraiment comédie, mais film d'aventure violent par moment d'ailleurs. Il y a des plans bien corsés. Moi, je pense que c'est pas vraiment... Je sais pas si on... Alors, on peut dire que c'est familial, mais il vaut mieux avoir plus de 12-13 ans quand même pour... au moins. Ou l'estomac bien accroché pour certaines scènes. Donc voilà, ça commence très très fort. 4 premiers épisodes réalisés par Alan Monduit. Donc qui franchement fait un super job. Moi, si la série avait continué comme ça, sur avec la même qualité du départ, 8 sur 10. Honnêtement... Excellente surprise. Un excellent divertissement. Excellent au début. On parle toujours des 4 premiers épisodes. On parle toujours des 4 premiers épisodes. C'est un excellent divertissement, c'est rythmé, ça bouge, on est happé par l'histoire, quoi. C'est popcorn, c'est pas prise de tête. Il y a vraiment, en plus, j'ai vraiment trouvé que au niveau du ton, bon, il faut savoir que c'est librement adapté de Gagner la guerre, le roman de Jean-Philippe Jaroussky, que je connaissais pas, mais qui apparemment a servi un peu de base à l'intrigue générale. Ouais. Donc ça commence un peu comme un mélange entre... Pirates des Caraïbes, Game of Thrones, Camelot un peu pour l'aspect humour. On n'est pas dans l'absurde comme c'est pas aussi drôle. C'est pas aussi drôle, mais voilà, c'est bien enlevé, c'est popcorn, c'est rythmé, et t'as envie de voir les épisodes défiler. Et après, t'as l'épisode 5 où déjà ça commence un peu à se gâter. Voilà, l'action commence plus à stagner, ça devient plus bavard, c'est un peu moins enlevé, et on se rend compte que le nom a changé.
à la fin de l'épisode au générique. Donc les 4 premiers épisodes sont réalisés par Alan Monduit, les 4 derniers du 5 au 8 sont réalisés par Ludovic Colbeau-Justin, qui fait pas du tout le taf. Il y a une rupture dans le rythme, il y a une rupture de ton, ça commence à se prendre très au sérieux tout d'un coup, ça devient vraiment une sorte de sous-Game of Thrones, ça devient chiant, honnêtement. C'est vrai. Ça devient chiant. C'est vrai. La deuxième partie, j'ai l'impression que, arrivé sur les 4 derniers épisodes, la rupture de ton est claire. Les images sont toujours belles, hein. Il y a toujours des plans d'exposition incroyables. Le budget est toujours là. Exactement. Enfin, on sent qu'il y a du travail derrière, mais en termes de rythme, en termes de dialogue, ça devient très vite, très chiant. Ça devient très chiant, ça se prend très au sérieux. Oui. Et donc, pour moi, on passe d'un 8 sur 10 dans la première partie à un 4 sur 10 dans la deuxième. Ce qui fait que, voilà, alors si après on donne un petit avis global, forcément, vous avez deviné au niveau de ma note et de mon avis général sur cette série, cette saison 1 en tout cas, du coup on fait la moyenne, ça donne 6 sur 10, mais ça donne quand même un sentiment de gâchis, parce qu'on commence très très fort. On commence vraiment pied au plancher, c'est super drôle, super rythmé, super bien foutu, et ça devient très chiant, et tout d'un coup on perd tout intérêt. Ça se prend les pieds dans le tapis. Ça se prend les pieds violemment dans le tapis. Parce qu'en plus, il y a plusieurs intrigues parallèles, qui sont tous reliés par un élément central, et à force de vouloir donner le temps et de développer, en fait ça s'est pris à son propre jeu, à force de vouloir développer toutes les pistes et à vouloir vraiment nous faire ressentir de l'empathie pour tous les protagonistes qui sont en jeu, ça devient bavard, ça devient chiant. C'est pas ce genre de série, ils sont gourés je pense dans leur objectif, hein. On a vraiment l'impression, je sais pas, on n'est pas dans les coulisses, donc on sait pas l'histoire à quel point est fidèle à gagner la guerre, on sait pas quelles décisions ont été prises, mais on passe vraiment d'une série popcorn bien foutue avec des moments de tension et de violence qui sortent un peu comme ça de temps en temps, qui sortent un peu du lot, à une sorte d'une sous-Game of Thrones qui se prend très au sérieux, qui perd complètement le spectateur et qui en fait dilue complètement les enjeux, avec parfois aussi l'écriture totalement incompréhensible, on y reviendra un peu. Il y a aussi des transferts aussi de quasi systématiques des parallèles entre Game of Thrones et cette série-là. Ils reprennent des codes, ils reprennent des choses qui ont été utilisées dans Game of Thrones, même visuellement. Oui, dans l'ampleur, on sent que ça potentiellement dans les plans qui annoncent les décors, dans les plans un peu de... Les plans de voyage, parce qu'ils voyagent beaucoup aussi. Oui, voilà, donc dans le côté un peu série historico-épique, comme ça, c'est Game of Thrones, aujourd'hui forcément c'est de référence. Mais voilà, c'est vraiment dommage, vraiment gros sentiment de gâchis, ça commence tellement fort et ça se casse tellement la gueule dans la deuxième partie. Donc voilà, en 6 sur 10 peut-être au final, mais... De toute façon, je te rejoins. En faisant la moyenne des deux, ça reste au-dessus de la moyenne quand même, parce que c'est bien fait, parce que c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Donc un peu dommage. Mais donc voilà pour notre avis sur Nero. Dites-nous aussi ce que vous en pensez, en commentaire bien sûr. Et maintenant, si on va un peu dans les spoilers. Ouais. Alors pour moi, déjà, donc on en a parlé, le gros problème de la deuxième partie de la saison, c'est vraiment la grosse rupture de ton. On perd les blagues de Pio Marmaille, on perd le côté un peu quasiment KPDP, les enjeux simples, il va chercher sa fille, exactement. Il va chercher dans l'orphelinat, il doit s'échapper. Bon, la sorcière qui est jouée par Camille Razat, qui est un personnage totalement raté. C'est dommage, il y avait du gros potentiel sur celui-là en plus, parce que c'est un élément qui n'est pas là pendant toute la série, mais qui joue un rôle pivot à certains moments de l'intrigue, et c'est dommage de l'avoir réduite un peu à une caricature, mais il y a beaucoup de caricatures aussi dans la série. Oui, mais c'est pas grave, clairement, c'est une BD, cette série, c'est vraiment une BD filmée. On pardonne le côté un peu caricature, le côté méchante sorcière, tout ça, sauf que là c'est trop. Du costume totalement raté, qui dénote dans la qualité des moyens qu'on voit à l'écran dans l'ensemble. Dans le jeu de Razad, vraiment, moi, j'y ai pas cru une seule seconde à ce personnage. J'attendais qu'on la voit plus en fait, et en fait on la voit plus dans la deuxième partie de la saison, donc gros problème pour moi. Ouais, c'est vrai que c'était pas le moment le plus glorieux de la série. Après, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé aussi. Tu parlais de caricature. Là, on a pris l'exemple de la sorcière, mais même le prince de Ségur, personnage ultra caricatural. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait à ce pauvre enfant pour qu'il ressemble à ça. Plus anodin, mais moins problématique pour moi. Ne sort pas du lot. Mais le problème, c'est que Camille Razat, dans son jeu, sort du lot en mal. J'ai pas trop vu jouer cette actrice. Je l'avais vue il y a quelques années dans L'amour est une fête, que j'ai pas trop aimé d'ailleurs. Mais je connais pas très bien son jeu en général, mais là, vraiment, j'ai pas été convaincu, peut-être mal dirigé. Mais ouais, donc vraiment, il y a des soucis à ce niveau-là. Pour moi, il y a aussi des problèmes
d'écriture de personnages, dans l'évolution du personnage de la princesse de Ségur, jouée par Alice Lissaz, qui est amoureuse de Pio Marmaille, de son personnage, qui est déçue après et qui tout d'un coup alors devient très méchante. Du coup, elle tourne chez les méchants, mais après à la fin, elle revient en bonne princesse qui veut sauver les gens, du royaume. Décidé. Elle servait, en fait, en fonction de ses choix, ça dictait un peu la direction. En gros, on veut faire des épisodes en plus, on va lui faire faire 2 tours comme ça. On va faire 2 épisodes de plus. Bah, c'est artificiel, du coup. Ouais, c'est complètement artificiel. Il y a plein de choses dans la série où on sent qu'ils essayent de faire traîner pour montrer à quel point ils savent faire bien les choses. Donc ils font un peu traîner. Il y a des longueurs, comme tu l'as dit, sur la deuxième partie qui sont incroyables. Mais au-delà de ça, l'intrigue en elle-même, à un moment, sert limite d'alibi. Parce qu'il n'y a pas des enjeux extraordinaires. Le côté politique était intéressant au début. Sauver le monde. La petite, donc la fille de Nero, jouée par Pio Marmaille, qui est soit dernière descendante du diable, ou alors la dernière magicienne / sorcière qui sauvera le monde. Oui. On voyait un peu les enjeux. Fallait pas essayer de faire quelque chose de très sérieux avec des intrigues politiques très poussées. Fallait rester sur le ton de la BD pop. Qui se prend pas trop au sérieux avec sauver le monde, voilà, le diable, tout ça. Les bons, les méchants, sont blancs et noirs, machin. N'essayons pas de justifier en fait les actions des protagonistes. Avec Pio Marmaille qui fout quelques pains dans des scènes d'action bien senties et des bonnes vannes, et voilà, c'est tout ce que le peuple demande finalement. C'est vrai. À trop vouloir se prendre au sérieux et à sortir du lot, on a fini avec quelque chose qui était en soi finalement un peu raté. Voilà, donc je sais pas si c'est à cause du réalisateur. Sur ce genre de projet, c'est une équipe dans l'ensemble, donc c'est pas. Après, mec, c'est Netflix derrière, donc forcément, le cahier des charges de Netflix est rempli. Très belle image, un produit qui est ultra bien ficelé, Netflix. Mais après sur la qualité. Et un truc aussi que je trouvais qu'ils ont fait la moitié du chemin, mais pas le chemin en entier, c'est la partie gore. On parlait de violence tout à l'heure. C'est un film qui est très graphique. Il y a des décapitations, des choses comme ça, mais ils sont pas allés jusqu'au bout dans le sens où, comparé à d'autres séries qui sont vraiment ultra violentes, on voit beaucoup de sang, mais on le voit des deux côtés. Ok, ouais, non, moi le traitement de la violence, ça m'a pas trop dérangé parce que je trouve que justement, en général, ils ont bien marié les tons, BD ultra pop, action, comédie. La violence m'a surpris au début, donc je sais plus quand elle arrive, peut-être le premier ou deuxième épisode. Ça m'a pas trop dérangé, mais je trouve que c'est juste assez parce que bon, ça reste quand même un divertissement alors familial si les gosses ont plus de 12-13 ans, on va dire. Oui. On n'est pas sur Game of Thrones quand même. Game of Thrones, il faut avoir 16 ans, 18 ans pour mater ça, je pense. Non, là, ça va. Il y a des accès de violence de temps en temps, mais c'est pas un peu le sujet principal. C'est pas le sujet, voilà, c'est pas l'objectif. Mais justement, ça représente ce que tu as dit, ça représente un peu entre guillemets, leur perdition dans la deuxième partie de la série, de la saison. Donc voilà, quel dommage, quel gâchis au final pour un peu conclure. Il n'y en a pas beaucoup plus de choses à dire sur les spoilers. Donc voilà, malgré tout, un sentiment de gâchis sur la fin de cette première saison. À mon avis, vu comment la série se termine, il y aura probablement une saison 2. Très probablement, oui. Voilà, surtout qu'apparemment, très gros démarrage cette semaine vu l'audience de la saison 1. Donc, on espère malgré tout que ça continue comme ça, vu l'ambition et vu la qualité initiale qu'on a vue dans cette saison. Moi, tout ce que j'espère finalement, pour finir, c'est qu'il y ait une excellente saison 2 qui ressemble plus à la première partie de la saison 1. Là, ils vont pouvoir peut-être prendre plus de liberté dans l'écriture, aller explorer d'autres pistes, etc. Vu les personnages qui restent, ça me semble assez probable. Ouais, essayez pas de faire Game of Thrones. Faites une série pop. Un truc fun. Et on sera heureux en tant que public. Oui. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci. Merci de nous suivre. Si vous êtes abonné à la chaîne, si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous si ça vous plaît, ce qu'on est en train de faire avec Cinéphage. Ouais. Et dans tous les cas, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Yes, à très bientôt. Sûrement très rapidement. À très bientôt. Ciao. Peut-être juste un petit mot sur l'actrice qui joue la fille de Nero. Oui. Lily Rose Carlier-Taboury. Faut pas faire de la couper ça. Finalement, on n'a pas grand-chose à dire dans la partie spoiler. On a un peu, je pense, donné la majorité des impressions de notre avis qui compte en tout cas dans la partie non spoiler. Peut-être juste un petit mot sur l'actrice qui joue la fille. Regarde pas. Peut-être simplement un petit mot sur la...